bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du podcast communiste révolutionnaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement qu'on doit couvrir, donner une analyse marxiste de ce qui se passe. Donc je m'appelle Julien Arsenault, je suis avec Benoît Tanguay. On est tous les deux des membres du comité exécutif du Parti communiste révolutionnaire. Salut Benoît. Salut. Donc, on a publié la plus récente édition du journal Révolution communiste, le numéro 14, qui tombe à point, qui couvre les principaux sujets d'actualité au Québec, au Canada et dans le monde. Donc, c'est ça qui va nous orienter aujourd'hui, le dernier numéro du journal. Puis, comme vous l'avez vu, la couverture, c'est quel est le problème avec la gauche. Donc, évidemment, on a le contexte de la démission de Gabriel Nadeau-Dubois, qu'on a couvert dans un épisode précédent avec Hélène, qui était là avec nous. Donc, on a parlé en long et en large de Québec solidaire, de Gabriel Nadeau-Dubois, de la crise dans le parti. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va répéter aujourd'hui, mais évidemment, dans le journal, il y a notre article sur la signification du départ de GND. Puis la crise de la gauche, évidemment, ce n'est pas juste QS et Gabriel Nadeau-Dubois, c'est aussi le NPD fédéral dont on va parler un peu tantôt. Mais peut-être pour commencer, en fait, évidemment, on est dans une période d'élection fédérale. L'élection est le 28 avril. C'est un gros sujet, une élection qui se déroule en plein cœur d'une crise commerciale avec les États-Unis. Donc, on va peut-être commencer par ça, en fait. Au début du journal, on a quelques articles qui portent sur les élections. Un article sur Mark Carney, notamment. Mark Carney qui a été, j'allais dire élu, mais couronné premier ministre. Un banquier qui n'a jamais été élu à aucune position politique est devenu premier ministre. Il a lancé des élections. Donc, peut-être on peut commencer par ça, en fait. C'est quoi la perspective des communistes sur l'élection fédérale en cours? Oui, mais en fait, on a la couverture de notre journal est en français, c'est ça, c'est quel est le problème avec la gauche. La couverture de notre journal en anglais, je pense, c'est aucun choix pour les travailleurs. Puis je pense que ça résume bien la situation des élections, où est-ce qu'on a le choix entre un banquier puis un démagogue, puis les deux se font compétition comme pour se voler leurs idées les uns des autres. Je pense que Poilievre s'est plaint, c'est ça, que Carney a volé ses idées, parce que c'est quoi, il a annulé la taxe carbone qui était c'était comme... Axe de taxe, c'était le slogan de Poilievre. C'est ça, c'était son cheval de bataille, c'est ça qu'il disait tout le temps. Puis, fait que là, Poilievre, il savait plus sur quel pied danser. Après ça, il n'avait plus rien à dire. C'était son seul message, à peu près. C'est quoi d'autre? La question des... oui, les baisses d'impôts. Hein? Carney, même chose. Les baisses d'impôts. C'est quoi? Où est-ce qui d'autre dit ça? Poilievre dit la même chose. Les deux rivalisent pour c'est qui va atteindre la cible de dépenses militaires de l'OTAN le plus vite. Leur programme, c'est la même chose. C'est quoi? Oui, puis il n'y a pas juste ça. Ils promettent aussi, surtout, d'atteindre l'équilibre budgétaire, essentiellement. Les deux, c'est quoi qui nous promettent avec plus de dépenses militaires, avec des coupes dans les impôts. Ce que ça signifie, ça va être... Ils vont devoir aller chercher ces milliards de dollars-là, ou en coupant dans les services sociaux, en coupant dans la santé. Puis alors que nos services sociaux sont déjà à terre, regardez le système de santé qui s'écroule, regardez les écoles qui s'effondrent. Puis tout ça, ils promettent d'aller chercher ces milliards-là c'est ça, en faisant des coupes. Alors, au bout du compte, c'est la même chose. Hein. Ce qui attend les travailleurs, qu'on ait Carney ou qu'on ait Poilievre, c'est l'austérité, c'est des attaques, c'est plus d'argent qui vont dans l'armée, puis dans ces affaires-là. Ouais, puis je pense qu'une des caractéristiques de la campagne électorale, oui, puis juste de la récente période, en fait, c'est comment les libéraux ont ressuscité d'entre les morts, en fait, parce que avant
avant que Trump prenne le pouvoir officiellement en janvier. Il y avait eu la démission de Justin Trudeau. Les libéraux n'avaient jamais été aussi bas dans les sondages depuis une éternité. Il semblait que ça allait être une marche dans le parc pour Pierre Poilievre la prochaine élection, qu'il allait gagner haut la main. Mais l'arrivée de Trump au pouvoir a complètement changé la dynamique politique au Canada. Ce qui est très clair, je crois, dans la situation actuelle, c'est que la classe dirigeante, les riches, les capitalistes au Canada, ils veulent Mark Carney. C'est très évident dans les médias qui poussent pour Carney. Ils ne font pas confiance à Pierre Poilievre. Ils n'avaient pas nécessairement de gros problèmes avec lui. Mais c'est vrai, c'est un démagogue. D'ailleurs, la campagne et le message de Pierre Poilievre, c'est essayer de s'adresser à la classe ouvrière, parler aux travailleurs de comment le système est brisé. Il disait souvent « Canada is broken ». Puis il a un point, en fait, que le Canada est brisé. Mais là, en ce moment, la dynamique a complètement changé. Mais ça veut dire aussi qu'une des pressions principales sur les travailleurs, sur les pauvres, sur les jeunes, c'est d'appuyer les libéraux comme étant le supposé moindre mal, en fait. Parce que les gros méchants conservateurs, ça, c'est la pire affaire qui pourrait nous arriver. Puis il faut tout faire pour empêcher Pierre Poilievre de prendre le pouvoir. Puis il y a des dirigeants syndicaux qui font cet argument-là. Des dirigeants syndicaux, d'ailleurs, les syndicats, qui ont été écrasés par les libéraux de Trudeau. Une fois après l'autre, l'année passée, il y a eu la grève des postiers qui a été brisée par le gouvernement libéral, la grève des travailleurs du rail l'été passé. Entre les deux, il y avait les travailleurs des ports à Montréal, à Vancouver. Donc, les libéraux ne sont pas les amis de la classe ouvrière, mais en ce moment, il y a cette énorme pression de voter pour Carney, d'avoir une position solide face à Trump. Puis je pense qu'un des messages principaux des communistes, c'est de lutter en fait contre cette politique du moindre mal-là. Parce que si on regarde aussi dans l'histoire du Canada, mais même l'histoire récente, c'est qui a imposé la pire austérité au niveau fédéral dans l'histoire du pays? C'est les libéraux de Jean Chrétien dans les années 90. Puis d'ailleurs, Mark Carney, dans son allocution de son couronnement à la tête du Parti libéral, il avait encensé Jean Chrétien, ce qui était un message pas très subtil qui s'inscrit dans la même lignée que l'austérité de Jean Chrétien. Donc je pense que c'est un des enjeux principaux en ce moment, c'est en tant que communiste, il faut résister à cette pression-là parce qu'on n'a rien à gagner à appuyer les libéraux contre le Parti conservateur. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus. Oui, c'est ça sur le sujet de la politique du moindre mal. Je pense un des trucs que je trouve qui est renversant, c'est toute cette hystérie à propos de le monde qui dit, je vois des gens qui disent Poilievre, il faut bloquer Poilievre parce que c'est un quasi-fasciste. J'ai lu ça. Ah, c'est ça, c'est une vague de fascisme qui s'en vient. Mon Dieu, vous avez perdu la tête, là. Si c'est ça le fascisme, tabarouette, c'est relax, là. Imagine, tu sais, pensez là, le fascisme, là. L'Allemagne nazie, les gens qui étaient envoyés dans les camps de concentration, c'était pas possible d'avoir des réunions syndicales sans se faire attaquer par des milices de fascistes armés. La liberté d'expression était coupée. Pourquoi on dit ça? Ah, parce que Poilievre, il veut quoi? Il veut se débarrasser de Radio-Canada. Puis il a dit... de CBC plus spécifiquement, je pense. Le CBC, c'est pas de Radio-Canada. Il veut pas toucher au Québec. Puis, c'est quoi? Il veut faire des petites coupes ici et là. Si c'est ça le fascisme, si c'est ça du quasi-fascisme, Mark Carney, c'est quoi? C'est du quasi-fascisme. Mais il faudrait voter pour le quasi-fascisme pour bloquer le quasi-fascisme. C'est quoi cette histoire-là, tu sais? C'est vraiment fou, cette politique du moindre mal. Puis c'est ce qu'on voit constamment. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais on revient même jusqu'à Stephen Harper. Fallait voter pour les libéraux pour bloquer Harper. Puis aux États-Unis, c'est la même chose qu'on voit. Il fallait voter pour Joe Biden pour bloquer Trump. Puis à chaque élection, c'est toujours plus voter pour le libéral pour bloquer bloquer le conservateur. C'est quoi cette logique-là? C'est la logique de toujours se réfugier derrière les représentants de la bourgeoisie, les représentants les plus sérieux au bout du compte de la bourgeoisie, parce que c'est ça un petit peu la différence. C'est que Mark Carney, c'est le représentant préféré de la bourgeoisie versus Poilievre, qui est un petit peu le bad boy. Il est encore dans le même camp, il défend les mêmes intérêts, mais il est un petit peu plus, comme ils disent, maverick, franc-tireur, il est plus populiste. Il essaie de se faire élire en parlant.
il prend une rhétorique un peu pro-ouvrière, hein, populiste. Il se met devant il va devant les travailleurs puis il dit suits not boots, des bottes, pas des Boots not cravates. suit, en fait. C'est ton inverse, oui. Ouais, c'est ça. Boots not suits, des bottes, pas des cravates. Là, mais, mais tout ça, au bout du compte, la logique, c'est toujours de se réfugier derrière les jupons des représentants de la classe dirigeante. Puis à chaque fois, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que ces libéraux-là, que ces démocrates-là sont élus, ils continuent les mêmes politiques qui appauvrissent la classe ouvrière, qui détruisent les services sociaux, qui se présentent sous des vêtements progressistes. Mhm. Puis après ça, les gens se disent ben c'est ça le progressisme, ces pourris-là de banquiers. Alors, I guess que je soutiens les gens qui les dénoncent. Fait que là, on a des gauchistes qui disent le monde soutient les idées réactionnaires de Poilievre. Ils soutiennent le gars qui parle contre les banquiers, qui prétend parler contre les banquiers. Mhm. C'est la même dynamique avec Trump, c'est la même dynamique avec Marine Le Pen, c'est la même dynamique avec l'AfD en Allemagne. Mhm. Ouais, puis je pense que c'est effectivement la pression qu'on a en ce moment. Puis tu l'as bien dit, les résultats sont les mêmes partout, en fait, parce que ces libéraux-là finissent toujours par se discréditer, par décevoir les travailleurs qui cherchent une alternative. Puis c'était d'ailleurs pour ça que Poilievre était populaire et est toujours populaire d'ailleurs jusqu'à ce jour, parce qu'il a ce discours anti-establishment-là qui réussit à connecter avec cette colère-là de beaucoup de travailleurs et beaucoup de jeunes. Puis d'ailleurs, les sondages les montrent à peu près à égalité, mais selon les derniers sondages que j'avais vus, Poilievre a encore le vote des jeunes, d'ailleurs, et le vote syndical, C'est fou, ce qui est complètement incroyable. C'est beaucoup les personnes plus âgées, tout ça, qui se réfugient sous les libéraux en ce moment. Donc, les paris sont ouverts en termes de l'élection. C'est à peu près impossible ou très difficile de dire qui va gagner. Mais ce qui est clair, c'est que Carney est le candidat de la classe dirigeante. Puis en tout cas, l'histoire nous réserve toutes sortes de surprises, mais de voir des dirigeants syndicaux appuyer un banquier, disons, c'est assez spécial, mais c'est une pression à laquelle il faut résister parce qu'effectivement, même si on acceptait la prémisse que les libéraux sont le moindre mal, ce qui n'est pas le cas, leur programme est à peu près identique. C'est un mal différent. Oui, c'est ça, un mal différent, mais ça prépare de toute façon le terrain pour le pire des mots anyway, comme on a vu avec Trump ailleurs. Donc non, c'est une pression à laquelle il faut résister. Mais après ça, la question pourrait se poser, OK, ben c'est bien beau, OK, je vous crois, Mark Carney, il ne faut pas voter pour les libéraux, il ne faut pas que la classe ouvrière appuie Mark Carney. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi les options pour la classe ouvrière? Puis ça nous amène à la question du NPD. On a un article dans le récent journal sur, en fait, l'article s'appelle « Comment le NPD a perdu toute pertinence ». Puis je pense que le titre explique ce qui se passe, parce que le NPD, c'est incroyable. Ils s'enlignent pour une des pires défaites de leur histoire. J'ai vu des projections qui les mettaient à 4 sièges. Jagmeet Singh, le dirigeant, arriverait peut-être même 3e dans son propre comté. Puis le parti perdrait son statut de parti reconnu. Je pense que ça prend 12 sièges minimum pour avoir un statut de parti. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec le NPD? Pourquoi ils ne sont pas capables de capitaliser? Puis ça, c'est quelque chose qu'on a discuté dans le dernier podcast quand on parlait de GND, la crise de la gauche et tout ça. C'est relié à la couverture du journal. Donc, pourquoi le NPD n'est pas capable de se démarquer dans une période de crise profonde du capitalisme puis de rejet du statu quo puis de l'establishment? Peut-être tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bien, on a deux trucs là-dessus. Premièrement, on a juste le passé récent qui est le soutien le soutien du NPD envers les libéraux, qui est l'accord comment il appelait ça, l'accord de soutien et de confiance, qui est une façon un peu alambiquée de dire, c'était un gouvernement, essentiellement une semi-coalition, là, il les soutenait, il gardait les libéraux au pouvoir, pendant que les libéraux ont présidé à un déclin massif des conditions de vie des travailleurs, pendant que les libéraux attaquaient les syndicats, comme tu en as déjà parlé. Puis, pendant que les libéraux ils ont fait une chose après l'autre. Ils ont attaqué les autochtones de Wet'suwet'en, par exemple. Ils ont enfoncé leur pipeline, qui ont
dépensé des milliards et des milliards pour acheter. Ils n'ont absolument rien fait pour les travailleurs, puis ils ont présidé à un déclin massif des conditions de vie des travailleurs, puis à une crise du logement aussi qui est massive. Puis qu'est-ce que le NPD a fait? Ah oui, on vous a... mais en échange de ça, on vous a obtenu un plan dentaire. Puis là, tu essaies de comprendre leur plan dentaire. Ah oui, si tu as 65 ans et plus et que ton chien a 3 dents puis que tu es né sur un 4e jeudi du mois, tu as le droit à peut-être un 100$ de plus à la fin du mois. C'est leur plan qui est complètement... qui est extrêmement limité. Bien, ils ont réussi à obtenir ça. Bravo. En échange de vendre votre âme au diable, tu sais. Mais ça, c'est un processus de long... C'est pas juste... Mon point, c'est que ça date pas d'hier. C'est pas juste non plus le soutien immédiat. C'est un processus à long terme au sein du NPD de complètement abandonner toute idée radicale. On se souvient en 2013, quand le parti s'est débarrassé de l'objectif du socialisme dans sa constitution, même l'objectif de mettre fin à la pauvreté. C'est un truc qu'on oublie. Ils ont abandonné cet objectif-là en 2013. Ils sont essentiellement transformés en une pâle copie des libéraux, là, au bout du compte. Si tu abandonnes complètement l'objectif de battre pour les droits des travailleurs, pas juste pour leurs droits, mais pour les intérêts des travailleurs, si tu abandonnes l'objectif de renverser le capitalisme, essentiellement, c'est quoi la différence qui reste? Ouais, je ne sais pas si j'ai déjà entendu Jack Meeting dire le mot en C, le mot capitalisme, en fait. Puis encore moins le mot socialisme. Puis tu as raison, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que le NPD, beaucoup plus large que Jack Meeting. Puis c'est un processus qu'on voit dans tous les pays à peu près, où la gauche social-démocrate... puis c'était quoi la gauche? Les partis de gauche, les partis ouvriers sont souvent nés du mouvement syndical ou de militants socialistes. Peu importe la forme que ça prenait, c'était l'idée de lutter contre le capitalisme, de fournir une solution de rechange. Puis c'est des partis qui se sont habitués pendant des décennies. Il y a eu les décennies du boom d'après-guerre, où le capitalisme semblait donner des concessions, et en donnait pour vrai, en fait, aux travailleurs en Occident, du moins, ou à une couche de la classe ouvrière. Mais ça a habitué les dirigeants du mouvement ouvrier, des partis de gauche, à une période où le capitalisme semblait donner quelque chose. Et c'est aussi dans cette période-là, mais après ça, il y a eu l'austérité massive dans les années 80, 90. Puis après est venue la crise de 2008, qui était un gros tournant. Mais à mesure que le capitalisme se discréditait, ces gens-là s'y accrochent, en fait. Ouais. Puis puis au cœur de ça se trouve un manque de confiance absolue dans la possibilité de la classe ouvrière de changer la société, en fait. Ouais. Ils acceptent le système capitaliste et donc il faut qu'ils se plient aux normes, à l'establishment. Puis au lieu de confronter l'establishment, ils essaient de plaire à l'establishment. On en a parlé pour GND et QS, mais c'est la même chose avec le NPD. Jack Meeting, c'est un libéral en soute orange, tu sais. Puis c'est ce qu'on voit dans le NPD. C'est un long processus de virage à droite. Puis l'appui aux libéraux minoritaires, c'était la consécration de ça. Puis ça fait que en ce moment, qu'est-ce que le NPD a à offrir de différent que les libéraux? Même sur les questions spécifiques en cours, OK, la guerre commerciale, il joue à qui est le plus nationaliste canadien, une compétition avec Mark Carney sur qui est le plus nationaliste canadien. Il parle de l'objectif d'augmenter les dépenses militaires. Tu sais, la gauche, le mouvement ouvrier, on doit s'opposer au militarisme, s'opposer à la ruée vers la guerre, puis d'augmenter les dépenses militaires. Puis augmenter les dépenses militaires, ça va se faire aux dépens de quoi? Je pense que tu l'as mentionné tantôt, ça va se faire aux dépens des services sociaux sur lesquels la classe ouvrière compte. Puis le NPD... Oui, vas-y. La seule chose que le NPD demande là-dedans, c'est que les F-35 soient faits au Canada. Oui, c'est ça. Les avions doivent être faits au Canada. Puis sur la question de l'augmentation des dépenses militaires pour atteindre 2% du PIB, qui est l'objectif de l'OTAN, Trump il parle même d'atteindre 5%. Mais bref, Jack Meeting promet d'atteindre le 2% en 2032, donc 2 ans plus tard que les libéraux. Donc il n'y a presque pas de différence fondamentale. Puis rendu là, effectivement, je pense que beaucoup de votants se disent, tant qu'à voter pour les libéraux, je vais voter pour les vrais, pas la pâle copie. Et donc, oui, le NPD s'enligne vers une défaite épouvantable, qui est un reflet de l'échec de la gauche, franchement, partout dans le monde, en fait. Ouais.
Fait que donc, ça va être une autre leçon qu'on va devoir marteler. Puis le NPD, la direction de NPD mérite ce qui arrive, en fait. Puis peut-être ça va être comme on dit en bon français, un wake-up call pour des gens à gauche. Puis nous, le PCR, c'est pour ça qu'on a fondé le parti, pour fournir une solution de rechange à ces partis-là qui trahissent, qui font des concessions sans arrêt aux libéraux, à l'establishment. Et donc, c'est ça aussi notre message dans cette élection-ci. Il n'y a pas de voix authentique pour la classe ouvrière. Puis c'est le temps de bâtir une vraie organisation, un vrai parti révolutionnaire, en fait. Mais il y a aussi une autre question sur laquelle le NPD s'est mis le pied dans la bouche, pas à peu près. S'est mis le pied dans la bouche en appuyant les libéraux depuis 2 ans et demi dans cette espèce de fausse coalition qui est dans les faits. C'est ça, une espèce de coalition avec les libéraux. C'est que pendant la dernière année et demie, il y a le génocide à Gaza, en fait. Puis qui a été appuyé. Les libéraux n'ont pas passé par 4 chemins pour dire qu'ils appuyaient Israël, leur soi-disant droit de se défendre. Et le NPD a été, lui aussi, au minimum, très pas clair, mais au pire, a participé à la calomnie contre les militants pro-palestiniens et tout ça. Mais donc, le NPD s'est attaché aux libéraux alors qu'ils appuyaient un génocide. Puis ça m'amène à un autre aspect de l'élection fédérale, c'est qu'il y a une nouvelle campagne qui a été lancée par une coalition de centaines de groupes pro-palestiniens qui s'appelle Voter Palestine. Donc c'est ça, l'idée c'est un peu il parle de mettre la Palestine sur le bulletin de vote et tout ça. Puis évidemment, c'est louable de vouloir parler de la Palestine dans un contexte d'élection, mais il y a des sérieux problèmes avec cette campagne-là. Donc on consacre un article du journal à la campagne Voter Palestine. On donne une critique marxiste de cette campagne-là. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Sure, ouais. Mais il y a une couple d'aspects à cette question. Premièrement, je pense qu'il faut noter que c'est vraiment ridicule, il faut le dire, que cette campagne en vienne à soutenir des libéraux. En fait, là, ouais, c'est je pense que c'est le pire aspect de cette campagne-là. Je pense qu'ils ont identifié, genre, je sais pas, je pense une centaine de candidats libéraux qu'on devrait soutenir si on veut voter pour la Palestine. Puis certains qui étaient des députés dans le gouvernement de Trudeau qui a appuyé le génocide, qui a continué à vendre des armes à Israël malgré ces mensonges comme quoi, ah oui, on va limiter les exportations d'armes à Israël, ce qui s'est révélé être complètement faux. Pendant qu'il continue à dénoncer les militants pro-palestiniens comme des antisémites, pendant qu'il continue à donner un appui diplomatique à Israël dans son génocide, c'est vraiment ridicule là, de prétendre que voter pour des libéraux, c'est voter pro-Palestine. Mais je pense que cet argument-là, il se fait quand même relativement facilement, mais il y a un autre aspect qui est les gens qui appuient le NPD dans le but de soutenir la Palestine. Puis c'est moins évident, le NPD. Bon, le NPD a appuyé le gouvernement libéral. Il n'est pas directement complice du génocide. Il est, disons... Complice des complices. Complice des complices. Mais ce qu'il faut dire, c'est surtout que le NPD a été complètement mou sur la Palestine depuis... en fait, ça a toujours été extrêmement mou. Puis en fait, ça reflète une division de classe, qu'on pourrait dire, au sein du NPD lui-même, entre la direction puis les membres. Historiquement, il y a eu toujours une tendance pro-Palestine au sein du NPD qui a été attaquée par la direction, par la bureaucratie du parti, constamment des attaques, des accusations d'antisémitisme contre des militants. Encore, jusqu'à récemment, là, il y a une staffer, une employée du parti qui s'est fait expulser du parti parce qu'elle a pu partager, elle a comparé le génocide des Palestiniens au génocide à l'Holocauste, puis le parti s'est dit non, ça, c'est pas acceptable. On se souvient aussi du scandale autour de la députée Sarah Jama en Ontario, qui s'est fait expulser parce qu'elle avait porté un foulard, un kéfier
à l'Assemblée législative de l'Ontario. Le NPD ne l'a pas soutenu du tout dans ça, ce qui est vraiment scandaleux. Puis ce qu'il faut dire, c'est que les têtes du NPD sont proches sont des sionistes essentiellement parce qu'ils sont proches de l'establishment politique canadien. C'est ça leur milieu social essentiellement. Puis mais le NPD pouvait se donner une espèce d'image pro-Palestine par le passé, quand il y avait encore des militants de la base dans le parti. Aujourd'hui, le parti est vide de militants. C'est une coquille vide qui est juste une bande de bureaucrates. Puis aujourd'hui, la base militante n'est plus capable de soutenir des positions pro-Palestine. Elle se fait tout de suite attaquer. Puis là, Jack Meeting, il prétend « Ah oui, pro-cessez-le-feu », mais c'est complètement mou. Ce qu'on voit, c'est que systématiquement, il est incapable d'avoir une position pro-Palestine. On l'a vu au début dans les mois qui ont suivi le 7 octobre, il était constamment en train de dénoncer, par exemple, quand il y a une manifestation à Toronto, ça a donné qu'elle passe à côté d'un hôpital juif. Il s'est joint au cœur des dénonciations, comme quoi, faire une manifestation pro-Palestine qui passe à côté d'un hôpital juif, c'est de l'antisémitisme. Il est constamment en train de relayer les discours anti-palestiniens. Alors, je pense pas que... Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au NPD d'être pro-Palestine. Mais je pense qu'il y a un autre aspect à ça, pour terminer sur ce sujet-là, c'est qu'il y a bien des gens qui arrivent à cette question-là, dans cette élection-là, des militants honnêtes, des gens honnêtes qui sont politisés par la Palestine, puis qui veulent faire quelque chose pour lutter pour la Palestine, qui voient ce génocide-là, puis ils voient le vote comme une façon de finalement faire quelque chose, tu sais. Puis, alors c'est normal qu'ils commencent leur politisation en se tournant vers cette élection-là, en pensant que voter pour le NPD ou c'est propre... Soutenir un libéral qui appuie la Palestine. Ça a l'air d'être concret, tu sais. Mais je pense qu'il faut être clair qu'au bout du compte, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de représentation pour le mouvement pro-palestinien dans le cadre de notre système, en fait. C'est-à-dire que toutes les partis qui, au bout du compte, acceptent le capitalisme, toutes ces parties-là acceptent le capitalisme, mais le capitalisme ou le soutien à Israël fait partie des intérêts fondamentaux de l'impérialisme canadien. La classe dirigeante canadienne au grand complet a dans ses intérêts fondamentaux de continuer à soutenir Israël coûte que coûte. Alors, ce que ça signifie, c'est que chaque parti capitaliste canadien, au bout du compte, ne peut pas ne pas appuyer Israël. Puis le NPD est capable de dire sur le site, « Ah oui, OK, on est pour le cessez-le-feu », mais au bout du compte, ils vont aller au bat pour Israël parce qu'ils acceptent le système capitaliste, parce qu'ils acceptent de défendre les intérêts de la classe capitaliste. Puis je pense que tu as bien expliqué, notamment passer le temps qu'il fallait sur le NPD. Je pense que le problème fondamental de cette campagne-là, c'est ce qui donne l'indice qu'il y a un problème, c'est l'appui aux candidats libéraux. Ça, c'est juste incroyable. Puis je checkais sur le site web juste avant qu'on vienne ici. C'est une douzaine de libéraux qu'ils appuient. Puis ça, je pense que ce que ça montre aussi, c'est la différence de perspective au sein même du mouvement palestinien, en fait. Puis ce qui est assez incroyable de la campagne Votez Palestine, c'est que c'est appuyé par des groupes qui se disent socialistes ou révolutionnaires. Une campagne qui essentiellement finit par donner une couverture de gauche, non seulement au NPD, mais au Parti libéral. C'est incroyable. C'est comme le Palestinian Youth Movement, le PYM, le mouvement de la jeunesse palestinienne, qui est mieux connu sous le nom de PYM, appuie la campagne. Puis ça, c'est un groupe qui, à son crédit, a fait énormément de mobilisation, parle de révolution, d'intifada, de soulèvement, mais qui, dans la pratique, vient appuyer
des campagnes qui visent à faire pression sur le gouvernement. Puis c'est même le PYM qui dit Mark Carney ne nous a pas encore entendus, en suggérant qu'il serait possible de le convaincre. Puis je pense qu'il faut expliquer que mais c'est renversant comme idée. Si des révolutionnaires pensent qu'on peut convaincre des libéraux ou utiliser des députés ou des candidats libéraux pour faire avancer la cause palestinienne, ce que ça montre, c'est la différence de perspective au sein du mouvement palestinien. Puis je pense que ce dont le mouvement pro-palestinien a besoin, c'est d'une perspective authentiquement révolutionnaire. Un mouvement de masse, des grèves étudiantes, ça c'est un argument qu'on a beaucoup fait dans les derniers mois au PCR, la nécessité de grèves étudiantes pour la Palestine, pour le désinvestissement, pour forcer les universités à couper leurs liens avec la machine de guerre sioniste, puis éventuellement des mobilisations de la classe ouvrière elle-même. C'est ça qu'il faut aller et non pas vers se faire croire à soi-même que des libéraux vont venir en aide à la Palestine, comme on l'a vu depuis 1 mois et demi. Donc, on a un article sur cette campagne-là, Voter Palestine, qui est un des enjeux importants de la campagne électorale. Mais oui, donc on a beaucoup parlé de, OK, bon, les libéraux n'offrent pas de solution, Pierre Poilievre non plus, évidemment. Et puis le NPD essentiellement fait tout en son pouvoir pour se rendre complètement impertinent. Mais qu'est-ce qu'on a à dire, en fait, les communistes? Parce qu'il y a une situation exceptionnelle, c'est-à-dire la guerre commerciale ouvre une crise sans précédent dans l'histoire, je dirais dans l'histoire mondiale. C'est un gros changement dans l'histoire mondiale, la venue de Trump et tout ce qui vient avec. Il y a eu son fameux jour de la libération la semaine passée où il a annoncé des tarifs sur à peu près tous les pays du monde. Y compris les pingouins. Oui, c'est ça, les îles où il n'y a pas d'habitants sauf des pingouins. Mais bref, mais sur une note plus sérieuse, ça ouvre une crise très importante pour les travailleurs et les travailleuses au Canada et au Québec. Il y a déjà des fermetures qui ont été annoncées. Je pense que une des plus saillantes, c'est Stellantis, qui a mis fin à la production. Ils disent temporairement, mais bref, on ne peut jamais faire confiance à ces gens-là. Il y a eu la compagnie de la baie du Thon aussi qui a licencié 9000 personnes, puis qui ont cité la guerre commerciale comme un des éléments qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais bref, c'est sérieux, il y a des milliers d'emplois qui sont menacés par la crise commerciale. Puis c'est évidemment le thème de l'élection, puis Mark Carney est considéré par la classe dirigeante comme les mains sur le volant dont ils ont besoin. Puis il faut résister à ça. Mais bref, qu'est-ce que les communistes ont à offrir dans cette crise-là? C'est quoi notre programme? Mais c'est ça qui est au dos du journal numéro 14, du numéro 14 de Révolution communiste, le programme communiste pour combattre la crise. Donc c'est important pour nous de mettre ça, puis d'offrir quelque chose, notamment pour les milliers de travailleurs dont l'emploi est menacé. Donc c'est un programme en 5 points qu'on a rédigé. Peut-être tu veux nous introduire le sujet? Oui. Ben, le premier point, c'est ça, c'est on va faire face à l'austérité. Hein. Fait que la première chose, c'est refuser les coupes. Pardon. La première chose, c'est refuser les coupes des patrons. Donc, il y en a énormément d'argent dans la société, dans les coffres des banques. Les entreprises dorment sur des piles d'argent qui réinvestissent pas. En fait, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça qui est derrière la crise, c'est que les capitalistes ne veulent pas réinvestir leur somme massive d'argent. Ouais, si tu me permets, on a un article aussi dans le journal sur le cas de la baie du Thon qui est assez incroyable parce que oui, ils ont fermé à peu près tous leurs magasins au Canada, 9000 emplois perdus, mais la compagnie de la baie du Thon, HBC, existe encore, puis fait plein de cash parce qu'ils ont des opérations aux États-Unis, en fait. Puis là, tu vois, les patrons n'ont pas de patrie. Ouais. Eux, ils s'en foutent des jobs au Canada, aux États-Unis ou autre. Ce qui importe, c'est les profits, mais c'est vrai qu'il y a il va y avoir cette poussée vers l'austérité, oui. Oui. Puis, c'est ça, des compagnies comme la baie du Thon, ils en ont de l'argent. Puis c'est ça, il faut... alors, c'est pour ça qu'on dit, pas de coupe dans les services sociaux. Il faut aller chercher l'argent où est-ce qu'elle est, dans les poches du patronat. Et on va pas permettre à Poilievre ou à Carney de faire les coupes à la tronçonneuse comme Musk le fait aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais, puis, deuxième point du programme, c'est des salaires ajustés à l'inflation, parce qu'on entre dans une période où est-ce que je pense que ce qui se profile clairement, c'est qu'ils ne vont pas être capables de
régler l'inflation. En fait, j'entends même des économistes qui parlent de... on entre dans une période où est-ce qu'il va falloir accepter une inflation plus élevée, que la norme du 2% d'inflation qui était comme reconnue comme celle acceptable pour le marché par le passé, c'est terminé, que maintenant, ça va être une norme de 3-4% d'inflation par année. Puis pendant ce temps-là, si tu regardes, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive à nos salaires? Nos salaires continuent d'augmenter à 2% par année ou 1-0. 1-0, c'est ça. Il faut se serrer la ceinture. Nous, on dit les travailleurs ne peuvent pas accepter ça, puis ils doivent demander une indexation des salaires à l'inflation. Ça devrait ultimement faire partie de chaque convention collective. Il y a les travailleurs de la construction au Québec qui sont en négociation. En tout cas, ça se peut que ce soit qu'il n'y ait pas qu'il y ait une entente. En tout cas, c'est un peu flou ce qui se passe, là. On a d'ailleurs une lettre là-dessus. Oui, on a une lettre dans le journal d'un camarade, d'un lecteur qui est membre d'un syndicat de la construction qui dit que les leaders syndicaux les ont vendus dans leur dos, essentiellement, avec une entente avec les patrons. Mais bref, il y a des travailleurs qui vont entrer en lutte, qui vont renégocier leur convention collective. Mais oui, ça devrait juste être la norme qu'il y ait une clause d'indexation des salaires à l'inflation. C'est pas sorcier, mais les patrons vont pas accepter ça les bras croisés. Donc, ça va prendre des luttes, ça va prendre des grèves et des mobilisations pour accomplir ça, en fait. Puis, il faut aussi se mobiliser contre... parce qu'il n'y a pas juste l'inflation. C'est ça, on a parlé des licenciements. Ça va être... Ouais, le troisième point, oui. Le troisième point du programme, c'est non au licenciement pour une mobilisation de masse de la classe ouvrière pour maintenir les emplois. Puis, ça va être... parce que c'est quoi les plans des dirigeants syndicaux en ce moment en réponse à l'inflation? Il y avait une dirigeante syndicale, je me souviens plus c'était quel syndicat, mais je pense que c'était Unifor. C'était Unifor, oui. Elle dit ah ouais, c'est dommage, il faut que le gouvernement nous aide à réintégrer ces travailleurs-là ou aide à transitionner ces travailleurs-là. C'est comme elle a accepté entièrement. Oh, ouais. Ils vont perdre leur emploi. Puis regardez ce qui se passe là. Si Trump va de l'avant avec ses mises à pied, avec ses tarifs, des tarifs dans le secteur de l'automobile, par exemple, ça va être des fermetures d'usines. C'est ça, tu as déjà mentionné celle de Stellantis. Puis même s'il ne va pas de l'avant avec ses tarifs, en fait, juste l'instabilité puis l'incertitude fait en sorte qu'il y a plein d'entreprises qui sont en train d'abaisser la production parce qu'ils ne sont pas certains de réussir à vendre leurs marchandises. Face à ces licenciements de masse-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on dit, OK, on se croise les doigts puis on accepte que les travailleurs perdent leurs emplois? Si c'est ça le programme de la direction syndicale, je pense pas que c'est un bon programme. Il faut se battre pour maintenir les emplois. Puis le point, c'est que si l'entreprise prétend... Parce qu'il va y avoir des entreprises qui vont vouloir fermer, qui vont dire qu'ils doivent fermer. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Si tu regardes le cas de la baie du Son, c'est un bon exemple. La compagnie est encore riche. La compagnie fait plein de cash. Mais ils ont besoin de fermer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent... leurs profits ne sont pas optimaux. Leurs profits ne sont pas aussi bons qu'ils le voudraient. Alors, on dit « ouvrez les livres ». Ça, c'est le point 4. C'est « ouvrez les livres de compte, non aux secrets commerciaux ». Montrez-nous... Ah oui, vous voulez fermer parce que vous dites que l'entreprise perd plein d'argent, il faut fermer. Montrez-nous-le, tu sais. Démontrez-nous que c'est vrai. Démontrez-le aux travailleurs. Le mouvement ouvrier, le mouvement syndical devrait réclamer ça à chaque fermeture d'usine. Puis si l'entreprise n'est pas capable d'être gérée correctement, si l'entreprise ferme et fait pas d'argent, peut-être qu'il est mal géré aussi. Peut-être que c'est les travailleurs qui devraient en prendre contrôle, puis la gérer collectivement, gérer démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes. Puis après ça, si vraiment, là, ils peuvent pas, là, ils peuvent trouver des manières eux-mêmes, décider eux-mêmes comment gérer les opérations pour
pour protéger les Ben, emplois. je pense qu'il y a 2 points reliés à ça parce que une chose qu'on a entendu beaucoup ces temps-ci, c'est Team Canada, la fameuse équipe Canada. Ah, on est tous dans le même bateau, on est dans la même équipe contre Donald Trump. C'est complètement faux. Il n'y a rien de tel que l'équipe Canada. Au sein du Canada, il y a les travailleurs, puis il y a la classe dirigeante, les capitalistes. Mais prenons-les au mot. OK, il y a une équipe Canada. Donc, montrez-nous vos livres de compte. Montrez-nous d'où vient l'argent, où elle va. Si on est dans la même équipe, montrez-nous montrez-nous votre argent. Fait que tant qu'à y être, prenons-les au mot sur ça. Mais aussi, puis là, on va voir ces patrons-là dire « Ah non, je peux pas vous montrer mes livres de compte. » Ah, OK, donc on n'est pas dans la même équipe. Fait que non, il n'y a rien tel qu'une équipe Canada, mais oui, dans les luttes contre les fermetures, il faut forcer les patrons à dire « Montrez-nous les chiffres, montrez-nous de quoi il est question. » Puis l'autre point qui est relié à ça, c'est que la période de crise dans laquelle on est, les fermetures d'emplois, ça met immédiatement sur la table une question fondamentale pour nous qui est qui run la société, les travailleurs ou les patrons? Puis ça peut mettre sur la table de manière très concrète et très immédiate la nécessité pour les travailleurs de prendre le contrôle de leur lieu de travail. Ce qui, toute chose étant égale, est un pas qui, comment on dit, ça gruge le principe même de la propriété privée du système capitaliste. Puis après ça, je pourrais entendre des gens qui disent « Ah, mon Dieu, mais c'est pas réaliste ce que vous dites, mec. Mais de quoi vous parlez? Des occupations d'usines, parce qu'en fait, un point qui est implicite, le point 3, non-licenciement, mobilisation de masse de la classe ouvrière, ce dont on parle, c'est des grèves et des occupations des lieux de travail qui sont menacés de fermeture. Puis ça c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais c'est quelque chose qui est arrivé au Québec et au Canada dans notre histoire. Puis d'ailleurs, tu as écrit un article Oui, c'est ça. J'ai écrit un article là-dessus qui est dans cette édition-ci du journal sur les leçons de l'occupation d'usines à Arvida en 2004, qui est un épisode très peu connu, mais très inspirant de l'histoire ouvrière au Québec. Puis il y a aussi eu des occupations d'usines dans les années 2000 en Ontario. Mais donc, l'article porte sur Arvida, puis c'est un exemple extrêmement inspirant parce que c'était Alcan, la compagnie, l'aluminerie, qui avait annoncé la fermeture de ses cuves Soderberg. C'était environ 500 emplois. Puis, il l'avait d'ailleurs annoncé, c'était Jean Charest, le premier ministre, qui l'avait annoncé au Forum économique de Davos en compagnie d'une bande de riches. Puis comment les travailleurs ont répondu? Ils ont organisé une assemblée générale, puis ont voté pour occuper l'usine et repartir la production sous leur propre contrôle, en fait, comme signe de protestation contre les fermetures qui étaient annoncées, en fait. Donc, ils ont pris les choses dans leurs mains. Puis aussi, ils ont démontré d'ailleurs que les ouvriers savent beaucoup mieux que les patrons gérer une entreprise. L'aluminium produit était d'une excellente qualité. La production avait augmenté. Il y avait moins d'accidents. Fait que je ne veux pas trop anticiper sur... bref, je vous invite à lire l'article, mais c'est extrêmement inspirant comme exemple de comment lutter contre les fermetures et les pertes d'emploi. Puis même à travers la lutte, c'est intéressant, ils avaient appris que, dans le fond, Alcan, ils voulaient l'électricité qui sauvait en fermant les cuves serait utilisée pour être vendue aux États-Unis, en fait, pour faire plus de cash. Et donc, les travailleurs avaient su ça, puis ils avaient appelé. Oui, parce que ça, c'est un autre détail. Alcan possédait ses propres infrastructures hydroélectriques dans la région. Puis les travailleurs, la conclusion qu'ils en avaient tirée, c'est nationalisons les infrastructures hydroélectriques de Alcan. Donc, dans cette lutte-là, ils en venaient à des conclusions plus larges sur qui devrait contrôler la société, des patrons individuels ou les travailleurs. Est-ce que les choses devraient appartenir à un patron ou à la société ou aux travailleurs? Donc, ce que cette lutte-là montrait, c'est comment lutter, les meilleures façons de lutter contre les pertes d'emploi. Les travailleurs demandaient la construction d'une nouvelle usine pour faire transitionner les travailleurs qui auraient perdu leur emploi. Puis comment ça s'est terminé? Bon, ça s'est terminé avec des éléments de défaite, des éléments de concession aussi, où finalement, ce qui est arrivé, puis ça, c'est un autre point, c'est qu'une occupation d'usine ne peut pas survivre éternellement dans un océan capitaliste. Puis les dirigeants syndicaux, à l'époque, n'avaient pas vraiment la perspective d'étendre le mouvement. Donc, il y avait eu une énorme manif de 5000 personnes à Saguenay, mais c'était à peu près tout. Puis les travailleurs ont essentiellement été peinturés dans un coin. La Commission des relations du travail avait déclaré que c'était une grève illégale. Puis les leaders syndicaux ont recommandé à leurs travailleurs d'accepter ça et de retourner au travail. Donc, les travailleurs ont fait ça sous la recommandation de leur leader. Puis d'après ce que je pouvais trouver d'informations, non, l'usine de rechange, entre guillemets, n'a pas été construite, mais les travailleurs semblent avoir obtenu la garantie qu'ils ne perdraient pas leur emploi, qu'ils seraient transitionnés vers un autre emploi. Fait que
d'avoir mené la lutte, ils ont laissé une tradition inspirante, mais aussi ils ont obtenu une concession. Puis c'est quelque chose qu'on obtient par les méthodes de la lutte des classes. T'sais. Donc, mais je pense que la différence entre le Saguenay à l'époque et aujourd'hui, c'est que ça, c'était une usine, un one-off, entre guillemets. Mais là, on parle de milliers de travailleurs qui pourraient perdre leur emploi. Donc, il suffirait que dans une usine, on ait un mouvement de grève avec occupation pour montrer que c'est faisable, puis relancer cette tradition-là. Fait que c'est ça que nous, les communistes, on essaie d'amener. Quand on parle de non-licenciement pour une mobilisation de masse, mais c'est de ça qu'on parle. Les travailleurs devraient occuper leur lieu de travail puis pas accepter les fermetures ou exiger que leur usine soit réoutillée pour fabriquer d'autres choses, si c'est ça le problème. Bref, ça prend de la mobilisation de masse directe des travailleurs pour empêcher les fermetures. Puis il y a une autre petite anecdote aussi dans le journal. C'est quelque chose qui est arrivé à Windsor il y a 2 semaines. Il y a une petite usine d'environ 60 personnes où les patrons avaient commencé à sortir des camions avec de la machinerie pour transférer l'autre bord de la frontière. Puis les travailleurs ont bloqué le camion qui était supposé transporter la machinerie, puis ont forcé les patrons à s'asseoir avec eux pour discuter de la situation. Donc ça, c'est un embryon de ce qui est possible dans la période actuelle si les dirigeants syndicaux abandonnent leur... essentiellement, comme tu l'as dit, les dirigeants syndicaux acceptent qu'il va y avoir des pertes d'emploi. Nous, on dit non, il ne faut pas l'accepter, en fait. Il faut prendre les méthodes de lutte de classe pour empêcher les fermetures puis forcer les patrons à faire des concessions. Mais il y a un truc que tu as dit qui est intéressant sur lequel j'aimerais développer, c'est le point que, ah oui, ils ont peut-être, ça a peut-être été une défaite, mais au moins ils se sont battus. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qu'on voit constamment dans l'histoire du mouvement ouvrier, ah oui, c'est ça, tu as dit, ça a laissé des traditions combatives. Puis tu es passé un peu rapidement sur ce point-là, mais je pense que c'est important. C'est pas laisser des traditions combatives, c'est pas juste c'est donc bien beau, puis c'est donc bien, on va pouvoir écrire des livres d'histoire là-dessus, puis chanter des chansons. C'est pas ça le point. C'est que ça crée une dynamique. C'est une défaite que tu n'as pas menée. Une défaite sans se battre. C'est une défaite sans se battre. C'est une défaite qui démoralise, qui affaiblit le mouvement en général, qui donne l'effet sur la conscience de classe des travailleurs, c'est de l'abaisser, la conscience de classe, versus une défaite qui a été menée en s'étant battue. C'est des apprentissages qui restent dans les esprits, puis qui posent les bases pour des victoires futures qui se propagent. C'est des apprentissages qui se propagent. Ça développe la conscience de classe des travailleurs. Puis c'est pas rien. Surtout, bon, dans un contexte comme 2004, c'était un peu une espèce de creux de la lutte des classes. Puis déjà, à l'époque, les possibilités que ça créait, c'était moyen, mais déjà, tu as dit que ça a eu des avantages. Ils ont permis de garder leurs emplois, tout ça. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, ce genre même ce genre de défaite-là, ce genre d'action-là, ça a un impact incroyable. C'est ça, ça peut faire boule de neige. C'est un apprentissage qui se répercute dans le reste du mouvement ouvrier, qui peut relancer des traditions, qui peut repartir la machine puis changer la dynamique de défaite actuelle. Fait que ça a une importance incroyable parce qu'après ça, ces travailleurs-là, ils parlent à leurs amis, ils influencent le reste du mouvement ouvrier, puis ça fait boule de neige. Oui, ben en fait, tu as raison, c'était relativement isolé au Québec, mais c'était dans le contexte d'un mouvement d'occupation d'usines au Venezuela, au Brésil, fait que ça sortait pas de complètement nulle part non plus, en fait. Puis c'est là où c'est pour ça qu'on met ces revendications-là de l'avant. Puis il suffirait qu'une seule usine ou 2 au Canada le fasse. Puis c'est un exemple non seulement pour les travailleurs canadiens et québécois, mais pour les travailleurs américains, les travailleurs au Mexique. Parce que c'est ça aussi, la lutte des classes ne reconnaît pas les frontières, en fait. Puis les leçons négatives, mais positives aussi, de la lutte se transmettent à d'autres pays aussi. Oui, puis en fait, c'est ce qu'on voit constamment à travers l'histoire du mouvement ouvrier. Si on voit, mettons, les luttes des années 30 aux États-Unis, par exemple, les luttes qui ont formé les syndicats internationaux, qui ont donné naissance à l'AFL-CIO, c'est des luttes qui, après ça, ont fait boule de neige puis qui ont mené aux conditions de vie puis à la formation des syndicats qui ont permis
les conditions de vie des travailleurs dans les années de l'après-guerre. C'est pas des luttes qui ont mené à rien. Là. Mais ça, au début de ces luttes-là, de ces mouvements-là dans les années 30, il y en a eu des défaites, mais ça a posé les bases pour des mouvements futurs. Oui, puis un autre point, c'est que les luttes combatives, notamment aux États-Unis, ont mené à la création de syndicats au Canada. Beaucoup des syndicats canadiens, au Québec, en Ontario, ailleurs, sont des syndicats qui ont été formés par des militants américains, en fait. Ouais. Donc oui, absolument. Donc le point, c'est de mener la lutte de classe. Ça donne un résultat quelconque. Quoi qu'il arrive, ça va laisser au minimum la tradition, les méthodes qui peuvent amener à des victoires futures. Au mieux, ça crée un effet boule de neige où l'ensemble du système est remis en question. Puis peut-être pour finir, c'est le 5e point du programme, non au sauvetage, expropriation. Ce dont on parle, c'est toutes ces grandes entreprises-là, que ce soit Stellantis ou les autres. Stellantis, c'est un bon exemple parce que une compagnie qui a été arrosée d'argent public pour qu'ils construisent des usines en Ontario. Ce qu'on appelle des fois c'est le socialisme pour les riches, le capitalisme pour les pauvres. C'est-à-dire les grandes entreprises reçoivent plein de subventions des gouvernements provinciaux, fédéraux. Puis c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre, en fait, que devant les menaces de fermeture et tout ça, que les gouvernements établissent des plans de sauvetage, ce qu'on appelle en anglais les bail-outs, c'est-à-dire de donner de l'argent public aux entreprises pour les maintenir en vie. Puis nous, c'est quelque chose à quoi on s'oppose, en fait, parce que d'un, cet argent public-là finit, la plupart du temps, le gros de l'argent finit dans les poches des actionnaires, des PDG. Donc cet argent-là fait rarement son chemin jusqu'aux travailleurs. Et ces entreprises-là finissent souvent de toute façon par fermer. Ils empochent l'argent du secteur public, l'argent public, puis mettent la clé dans la porte de toute façon. Puis Stellantis a reçu plein d'argent public, et là, ils viennent de fermer temporairement, entre guillemets, une de leurs usines en Ontario. Donc, nous, à la place, ce qu'on met de l'avant, puis ce qu'on pense que le mouvement ouvrier devrait mettre de l'avant, c'est d'exproprier ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'elles devraient être nationalisées sous le contrôle des travailleurs, que c'est ça l'alternative à juste les arroser d'argent public. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui, mais c'est important ça parce qu'au bout du compte, il pourrait y avoir des gens qui nous disent « Ouais, mais il y a des... Qu'est-ce qu'on fait quand les entreprises ne vont pas bien? Ouais. OK, on ouvre les comptes. On a ouvert les livres de compte, puis là, les travailleurs occupent l'usine, puis ils se rendent compte qu'ils sont pas capables de gérer la production mieux. Puis effectivement, mais c'est pour quelle raison il y a une raison pour laquelle l'économie canadienne ne va pas bien. C'est parce que les capitalistes n'investissent pas dans la production. Ils n'améliorent pas la capacité productive. Ils n'améliorent pas les processus de production. Ils réinvestissent pas leur argent, ils l'empochent, puis ils dorment dessus, ils thésaurisent, qu'on dit. Alors, c'est pourquoi il y a des 50 milliards de dollars qui sont donnés aux entreprises. C'est parce que c'est le seul qui veut investir dans la productivité. C'est le gouvernement canadien. L'entreprise privée a abandonné l'objectif. Parce que le capitalisme, c'est quoi sa raison d'être à l'origine? Hein? Qu'est-ce qui a mené au développement du capitalisme? C'est la compétition de les entreprises, la concurrence dans le libre marché qui fait que les entreprises sont forcées d'investir pour être plus efficaces, pour battre les autres, pour gagner les parts de marché des autres. Donc, ils doivent investir pour développer des technologies qui sont plus productives, qui produisent mieux en moins de temps. Et donc, c'est ce processus-là qui fait que le capitalisme a été capable de se développer, de développer les technologies, de produire plus pour moins, et qui a fait que, même comme disait Marx à l'époque de Marx, qui avait un caractère progressiste au capitalisme, c'est cette capacité-là à développer les forces productives. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la classe capitaliste a complètement abandonné l'idée de développer les forces productives. Ils font juste dormir sur leur argent. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Oh, gouvernement, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. » Ils veulent pour construire des pipelines, donnez-nous de l'argent. Pour construire des usines, pour construire Nordvolt, donnez-nous de l'argent. Puis là, ils disent, mais c'est parce que c'est trop risqué ou ça coûte trop cher d'investir. Ils ne veulent pas mettre leur propre argent, ils veulent mettre l'argent public. Mais ça, c'est une admission
que leur système est plus capable de développer les forces productives, que leur système est plus capable de pousser la société plus loin. Et donc, nous, on dit, OK, vous êtes plus capable, Ouais. vous le reconnaissez. Bon, ben, ça va être nous, ça va être les travailleurs qui vont développer la société, qui vont l'amener plus loin, qui vont développer les forces productives. Mais alors, laissez-nous les moyens de production, laissez les travailleurs s'en occuper, arrêtez de nous demander de l'argent. Nous, on va prendre vos usines, puis on va les développer, puis on va investir l'argent qui allait dans les poches du patronat auparavant. Ben, il va aller dans les poches des travailleurs pour le développement de l'économie, entre les mains des travailleurs. Donc, c'est une reconnaissance de la nécessité d'une planification sociale, d'une planification démocratique de l'économie par les travailleurs. Ouais, puis je pense qu'il y a des bourgeois, il y a des riches qui s'en rendent compte. Un camarade parlait je pense que c'était un article dans le Globe and Mail qui faisait cet argument-là. C'est comme, tant qu'à donner tant de subventions publiques aux entreprises privées, pourquoi on les nationalise pas, même du point de vue étroit de la bourgeoisie, de la classe dominante? L'argument se vaut que c'est mieux, tant qu'à y être, de nationaliser. Mais nous, notre point, c'est que en fait, ce serait pas suffisant parce qu'on voit des fois le gouvernement qui achète des entreprises privées. C'est comme Trans Mountain, c'est un des exemples, que le pipeline n'était pas, allait probablement pas être construit. Fait que le gouvernement fédéral l'a acheté pour le construire avec l'objectif de le redonner au secteur privé quand il serait prêt, après avoir dépensé des milliards à le construire. Mais puis ça, c'est évidemment pas le genre de nationalisation à laquelle nous, on fait référence, en fait. Non, c'est l'ensemble de ces entreprises-là devraient être nationalisées et, plus important encore, sous le contrôle des travailleurs et être intégrées dans un plan démocratique de production. Puis ça, ce dont on parle, c'est les premiers pas vers une société socialiste, ultimement. Puis c'est là où des gens pourraient dire « Ah oui, mais c'est pas réaliste, votre truc. » OK, c'est quoi la situation actuelle? Est-ce qu'on va accepter le réalisme du système capitaliste qui est de faire disparaître des milliers d'emplois relativement bien payés, de détruire les conditions de vie de travailleurs en Ontario, au Québec, ailleurs dans le pays? C'est tout ça le réalisme? D'accepter l'appauvrissement des gens qui ne pourront plus payer leur hypothèque? Moi, je pense pas qu'on devrait accepter ce réalisme-là. Ce qui est réaliste, c'est de changer de système, en fait. Puis si le système capitaliste n'est pas capable de garder des bons emplois, d'en créer des nouveaux, ben c'est le système le problème. Puis c'est ça l'argument que nous, on fait. Donc, c'est ça qu'on a dans notre récente édition du journal. Fait que j'invite n'importe qui écoute le podcast ou qui nous regarde à se procurer une copie du journal, à amener ce programme-là, puis en parler aux gens autour de vous, de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, puis de diffuser ces idées-là dans le mouvement. Donc, c'est ça le PCR. Puis je pense que c'est l'heure de conclure l'épisode d'aujourd'hui. Puis je vais conclure en soulignant en fait que c'est... on en parle d'ailleurs dans le journal, on est dans la période de préparation pour le 2e congrès du PCR qui va avoir lieu à la mi-mai à Toronto, qui va rassembler des communistes de partout à travers le Canada qui vont rapporter des nouvelles sur leur travail. On va avoir quelques invités internationaux aussi. Puis on a publié notre document de perspective politique qui va être voté au congrès, mais on a publié la version préliminaire sur le site web, donc on vous invite à aller la lire. On peut le mettre peut-être dans les notes du podcast aussi, un lien vers le document. Donc on vous invite à le lire, nous envoyer vos commentaires. On a aussi une campagne de financement. Donc le PCR, ce n'est pas un parti qui accepte ou même qui reçoit de dons de riches capitalistes. La question ne se pose pas si on les accepte parce qu'on ne les reçoit pas. Donc on compte seulement sur les dons de gens qui sont d'accord avec nous, nos membres, nos sympathisants. Tout cet argent-là fait son bout de chemin pour nous aider à produire des épisodes de podcast, produire le journal, produire du matériel. On a des employés à temps plein qui s'occupent de runner cette machine-là. On est largement basé sur un large réseau de communistes volontaires qui mettent beaucoup de temps et d'énergie, mais on a besoin de financement pour rendre les activités du parti possibles. Donc, on a notre campagne de financement annuelle se poursuit, où on vise à récolter 250 000 $ en dons d'ici le congrès. On est déjà à 90 000 $, donc on est bien parti. Mais si vous entendez ces paroles-là puis que ce que vous avez entendu aujourd'hui vous parle, bien, je vous invite à faire un don au parti, à prendre un abonnement au journal, mais plus important encore, à rejoindre le Parti communiste révolutionnaire, à commander des journaux, à amener les journaux auprès de vos collègues, vos amis à l'école, puis répandre ces idées-là. Parce que si vous êtes un communiste, restez pas isolé, rejoignez une organisation qui vous parle, puis aidez-nous à construire les forces du communisme au Québec et au Canada.